Un, deux, un, deux. Merci. Monsieur le directeur général du budget, monsieur le directeur général du ministère de la Planification et de la Coopération externe, mesdames et messieurs les directeurs, distingués cadres de l'administration publique, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chers invités, au nom de la Direction générale du budget, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues et à cette deuxième série de conférences débats qui constitue, si vous voulez, la continuité des commémorations des 61 ans d'existence de la Direction générale du budget. Et on commence avec un petit peu de retard, mais je vous rassure qu'aujourd'hui, on fera l'effort nécessaire pour terminer un peu plus tôt, soit un peu avant 4 heures ou à 4 heures à la limite. Je rappelle, bien séance exige, la programmation du jour. On aura en tout premier lieu le rappel en restitution des points débattus au cours de la série de conférences débat d'hier. On aura également l'intervention du directeur général Silin sur le budget programme et la gestion accès sur résultat. Monsieur Wilfried Trenard, directeur général du ministère de la Planification et de la Coopération externe, interviendra sur la planification de l'investissement public dans ses interrelations, dans ses rapports avec la réforme budgétaire. Après, ce sera la pause café et tout de suite, on enchaînera avec le docteur Lauré Adrien sur le budget programme et les leçons apprises. Madame Goetti Varnel Morency, le DG de l'IGF, interviendra sur l'audit interne et la réforme budgétaire. Puis la pause. Après, ce sera le tour de Madame Fétière, la présidente de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, sur la reddition des comptes et la réforme budgétaire en Haïti. Monsieur Charles Cadet, professeur réforme, interviendra sur l'état des lieux de la mise en œuvre de la stratégie de réforme des finances publiques en Haïti. Il y aura également une intervention avec le docteur Chéry, docteur en économie, qui portera sur l'analyse critique de la réforme budgétaire en Haïti. Le directeur Le Gagneux, Georges Gassner Le Gagneux, interviendra aussi pour faire la synthèse de cette journée. Merci de votre participation et de votre attention. Je fais place tout de suite au directeur d'Orléans, Julio d'Orléans, pour la restitution de la journée d'hier. Merci. Merci, directeur Morival. Alors, bonjour tout le monde. Alors, hier, on avait une riche journée de présentation. Alors, durant cette journée, après l'ouverture de la séance par le directeur général de la DGB, M. Jean-Michel Silin, et les propos de circonstance du ministre de l'économie et des finances, M. Michel Patrick Boisvert, on a pu enchaîner avec les présentations. On a commencé avec l'administration générale des douanes et la direction générale des impôts, ci-devant l'administration générale des contributions. Durant leur présentation, ces deux institutions ont montré leur contribution à la réforme budgétaire. Ces deux organes de perception ont fait ces derniers jours pas mal d'efforts pour mobiliser les ressources afin de financer le budget de la République. Et ces deux organes ont travaillé aussi sur les stratégies de la réforme de la fiscalité en Haïti. Et récemment, nous avons eu la possibilité d'avoir la publication de deux textes forts qui sont le Code général des impôts et le Code douanier. Alors, ces deux textes sont vraiment importants dans la mise en œuvre de la réforme fiscale en Haïti. Avant, nous avions eu une réforme fiscale qui était soutenue par un bureau du secrétaire d'État, mais à présent, nous n'avons pas ce bureau. Alors, ce sont ces deux entités accompagnées du Trésor ou bien du ministère en général qui portent cette réforme de la fiscalité en Haïti. Alors, ces deux entités ont aidé à
la mise en œuvre de la réforme menée par la DGB, qui est la réforme budgétaire. Il y avait aussi la présentation qui a été faite par l'OMRH. Alors, il y a l'actuel président de la Chine qui a dit que la réforme doit être portée toujours par les fonctionnaires ou les agents publics. Et c'est pour cela que, actuellement, la Chine a copié sur les États-Unis pour créer dans son pays ce qu'on appelle une forme de Kennedy School, ça veut dire une école pour former les fonctionnaires, juste pour porter sa réforme de l'État. Et en Haïti, nous avons pas mal d'écoles aussi. Nous avons l'ENAF, nous avons l'ENAP et le CTPEA. Mais quand on regarde toutes ces écoles, on voit la marque de l'OMRH dans ces écoles. Et parce que l'OMRH, qui fait la gestion des ressources humaines de l'administration publique, a besoin de ces écoles pour former les agents de l'administration publique. Mais malheureusement, l'une des écoles, qui est l'ENAP, fonctionne sous forme de projet, parce qu'il n'y a pas vraiment une continuité dans les actions de formation au niveau de cette école. Mais l'OMRH a fait pas mal d'efforts pour aider la primature de la conduite de la réforme de l'État, qui est peut-être l'élément qui coiffe la réforme des finances publiques et la réforme budgétaire au sein du ministère. Il y a la CNMP, une entité aussi de la primature, qui a fait pas mal de choses, qui a présenté comment ils ont œuvré pour présenter un décret sur l'identification des bénéficiaires effectifs des marchés publics, ce qui facilitera l'audit externe de la CSCCA et ce qui nous aidera aussi dans nos contrôles administratifs, que ce soit a priori ou a posteriori. Alors, la CNMP a aidé aussi dans la présentation ou bien la préparation de l'arrêté du 1er juin fixant les seuils de passation des marchés publics. Alors, ces deux documents sont vraiment utiles dans la passation des marchés en Haïti. Mais la CNMP nous a révélé aussi son rêve fort, qui est de faire respecter le système national de passation des marchés publics. Alors, ce rêve est constitué soit de faire en sorte que les procédures nationales aient la primauté sur les directives des bailleurs. Mais c'est un long chemin à parcourir, mais quand même, si on s'y met, on pourra y arriver. Il y a aussi la présentation qui a été faite par M. Masselin pour la DSI, parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'État ne peut se passer des TIC dans l'offre de services publics. Et c'est pour ça qu'on a besoin des TIC ou des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour faire avancer les services publics. Et l'ULCC, de la lutte contre la corruption, on a présenté tout ce que l'ULCC a fait pour aider dans la réforme budgétaire. Par exemple, l'ULCC travaille actuellement sur un document qui protège les lanceurs d'alerte, ça veut dire pour aider dans la lutte contre la corruption, pour aider dans la recherche de la fraude ou bien des actes de corruption au niveau de l'administration publique. On a eu une très très bonne journée, mais aujourd'hui, on aura une autre journée très très riche, surtout avec les présentations annoncées par M. Morival. Et maintenant, je passe le micro à M. Morival pour la suite. Un grand merci au directeur d'Orléans pour cette restitution de la journée d'hier. Mais on a un défi aujourd'hui, il s'agit de rester dans le temps. Je vais proposer déjà qu'on fasse du 10-15. Les présentations durent 10 minutes et les échanges, les questions, 15 minutes, ce qui me fait environ 25 minutes par présentation.
Pendant que j'appelle le directeur Silin pour sa présentation, je lui demande de gravir le podium. Et M. Silin se passe de présentation, mais je voudrais quand même préciser pour ceux-là qui ne le connaissent pas suffisamment que M. Silin est directeur général du budget depuis 2017. Et il y a accédé après avoir passé 2 années en tant que directeur général adjoint, soit de mars 2015 à avril 2017. Et sa carrière de technicien en finances publiques est ponctuée par une durée de 24 années, ça fait beaucoup, ou presque retraité déjà. De 24 années comme à la direction générale du budget. Pour autant qu'il m'en souvienne, M. Silin n'a pas bossé ailleurs qu'à la direction générale du budget, donc c'est un modèle aussi. M. Silin aura gravi progressivement les échelons pour être promu successivement, et professionnel senior, assistant directeur et finalement directeur à la direction des études et de la programmation budgétaire, où il a fait effectivement ses armes, où il a gagné ses épaulettes sur ce champ de bataille. M. Silin est détenteur d'une spécialisation en évaluation sociale des projets qu'il a obtenue de l'Université Los Andes de Colombie. Il détient également un diplôme d'études supérieures de notre école, spécialisé en économie appliquée, soit au CTPEA, le Centre technique de planification et d'économie appliquée, Centre de technique. Il est également spécialiste en statistique de finances publiques et en budgétisation. M. Silin a également une carrière d'une 15aine d'années d'enseignement aux universités. Il a enseigné à la faculté de droit à Quisqueya, à l'ENAF et j'en passe. Donc c'est ce personnage ô combien important que j'ai l'honneur de présenter pour sa présentation sur le budget programme, la gestion axée sur les résultats et les leçons apprises. Je vous demande d'applaudir le DG Silin. Merci beaucoup, Lowell. Monsieur le directeur général du ministère de la Planification et de la Coopération externe, et monsieur le directeur général du ministère de la Santé publique de la population, et tous les collègues qui sont là, les invités, en vos titres, en grade et qualité. Et je remercie Lowell pour cette présentation combien élogieuse à mon endroit. Donc je vois qu'aujourd'hui je fais les frais du débordement du temps d'hier, donc Lowell m'a accordé que 10 minutes de présentation. Donc, oui. Donc n'hésitez pas à me faire signe si vous voyez que je dépasse le temps qui m'est imparti. Donc comme l'a dit Lowell, je vais faire une présentation sur les leçons apprises dans le cadre de la mise en œuvre du budget programme en Haïti et de la gestion axée sur les résultats. En termes de contenu, je vais faire un petit rappel d'ordre théorique sur les différents formats des budgets publics. Ensuite, j'entrerai d'emblée dans les étapes importantes de la réforme budgétaire en Haïti pour parler ensuite des leçons apprises et comme ça a été le cas dans les lettres d'invitation qui nous ont été adressées. Donc, on va parler de ce qui reste à faire en matière de budget, programme en Haïti. Alors, on parle des formats budgétaires, des pratiques budgétaires, des systèmes de budgétisation et pour parler des différents types de budgets utilisés à travers le monde. Hier, on a parlé des 3 fonctions du budget de l'État. La fonction de planification, la fonction de gestion et la fonction de contrôle. Et on avait dit que ces 3 fonctions sont concurrentes. Ça veut dire qu'il y aura toujours la priorité d'une de ces fonctions sur les 2 autres. Elles ne sont pas mutuellement exclusives, mais il y a toujours une priorité de l'une de ces fonctions sur l'autre. L'évolution des pratiques budgétaires, c'est justement lié à ces fonctions-là, la priorisation donnée par un pays pour une fonction au détriment des 2 autres. Par exemple, au début de la création même de l'État,
la fonction qui priorisait, c'est la fonction de contrôle. Parce que l'État, dans un premier temps, était un État gendarme qui s'occupait de la sécurité de la population, tant intérieure qu'extérieure. Donc, l'État dépensait pour assurer la sécurité. Donc, ce qui était important, c'est quelle est la somme dépensée. On va venir avec cet aspect démocratique où il y aura un pouvoir qui autorisera un autre pouvoir à dépenser. Donc, on avait vraiment mis l'accent sur le contrôle. Et je dois attirer votre attention que sur toute la batterie légale que nous avons mise en place à partir de 2004, s'orientait fondamentalement sur cette fonction de contrôle. Okay? Les corps de contrôle que nous avons créés, le décret du 17 mai 2005, les autres décrets qui ont créé un ensemble d'institutions de contrôle, eh bien, c'est justement la priorisation du contrôle pour voir comment les sources sont dépensées. Est-ce que vous aviez un plafond de 100? Est-ce que vous aviez dépensé 50, 60 ou bien 80? Ou bien est-ce que vous aviez dépensé plus que les 100? Donc, nous autres en Haïti, nous avons mis en place un système qu'on appelle le SISDEP, que M. Marcelin a présenté hier. Eh bien, il était quasiment impossible de dépasser les plafonds qui ont été prévus. Donc, le système de contrôle s'intéressait sur la nature ou l'objet de la dépense, c'est-à-dire qui dépense et de quoi est faite cette dépense. Est-ce que j'ai acheté du carburant, des mobiliers, etc. Donc, c'est l'objet ou la nature des dépenses qui priorisait. Au fur et à mesure, on va laisser cet aspect d'État gendarme pour aller vers un État qui fait l'allocation de ressources, et comme l'aurait dit Robert Musgrave, que les économistes ici connaissent bien, une fonction d'allocation, une fonction de redistribution, donc une fonction de régulation. À partir de ces trois fonctions, on s'intéresse beaucoup plus, moins au contrôle, c'est pas qu'on a oublié le contrôle, non, mais on s'intéresse beaucoup plus aux activités. Comment l'État procède pour produire les biens et services qu'il fournit à la collectivité. Donc, c'est un système de budgétisation axé sur les prestations, c'est-à-dire les produits, les extrants. On va évoluer maintenant pour voir, parce que les produits, c'est quand vous dépensez, on avait un système, par exemple, de budget par objectif, qui associait chaque dépense à un objectif. Donc, vous avez demandé 100 gouttes pour faire quoi? Okay? Pour augmenter le nombre de salles de classe, pour augmenter le nombre de centres de santé, pour augmenter les infrastructures, etc. Donc, c'est un système budgétaire axé sur les prestations. Mais on se rend compte qu'au fil du temps, c'est vrai que vous avez demandé de l'argent pour acheter, pour construire des écoles, des centres de santé, etc. OK, les écoles sont là. Et puis quoi? Maintenant, on va aller plus loin pour voir est-ce que ces dépenses-là ont vraiment un impact réel sur la collectivité. Donc, c'est à ce moment qu'on vient avec un système de budgétisation axé sur les impacts qui veut dire qu'on s'intéresse au changement dans le niveau de vie de la population. Est-ce que, par exemple, ce budget qui est exécuté, les machines qui sont achetées, les routes qui sont construites, les ponts qui sont réparés ou bien réhabilités, est-ce que ça contribue à une amélioration des conditions de vie de la population? Donc, c'est ce système-là dont on parle depuis les années 70, qu'on appelle budget axé sur les résultats, qui est prôné à travers le monde et que nous autres, en Haïti, nous essayons de mettre sur pied en rupture avec cette batterie de textes qui sont élaborés à partir de 2004. Maintenant, on est arrivé avec un autre texte, le 4 mai 2000, la loi du 4 mai 2016, pour changer de système de budgétisation, pour un peu pas divorcer, mais être moins regardant sur le budget axé sur l'objet de la dépense, pour aller vers un système de budgétisation axé sur les impacts. Donc, c'était juste pour vous
mettre dans le bain de ce que nous sommes en train de faire, d'où nous sommes partis et où nous voulons arriver. Donc, le schéma d'avant, en fait, j'ai associé le schéma avec ce schéma-là qui parle de la chaîne des résultats. La gestion axée sur les résultats, la chaîne. Par exemple, quand on parle de résultats, donc on a parlé d'un budget axé sur les moyens, les intrants, les inputs, c'est-à-dire tout ce qui est utilisé pour produire des biens et services, les activités qui sont l'ensemble des tâches et travaux réalisés au sein de l'institution, et les extrants, c'est ce qui est produit, c'est l'école qui est construite, c'est les salles de classe qui sont là. Les effets, c'est des résultats à moyen terme. Okay? Donc, vous pouvez avoir construit une route et puis, 5-6 ans, le nombre de gens qui fréquentent cette route n'a pas augmenté. Okay? Ou bien a augmenté. Donc, on mesure les effets. Maintenant, on peut avoir une route très passante, okay? Mais qui n'a aucun impact sur la collectivité. Le niveau de vie n'a pas changé. Vous avez une route qui est construite. On a vu ça certaines fois que certains bâtiments sont érigés, des dépenses sont faites, mais en ce qui a trait aux conséquences qu'ont ces investissements sur la collectivité, c'est quasi nul, pour ne pas dire négatif. Je me rappelle une blague qu'on m'a donnée, qu'on a construit une école dans une zone autour de la zone métropolitaine. Eh bien, la collectivité a utilisé cette école pour faire ce qu'on appelle les gaguères. Donc, ça veut dire qu'on prend l'espace pour battre coq. Donc, ça veut dire que l'extrait est là, le produit est là, mais en termes d'impact, parce qu'en termes de conditionnement mental pour la collectivité, pour la nécessité de faire ce projet, ça a fait défaut. C'est pour ça que nos amis de la planification le savent bien. Eh bien, quand une institution prépare son budget, il y a une évaluation ex ante qui doit être produite pour savoir, on ne fait pas une route juste pour faire une route. Okay? On ne construit pas une école juste pour construire une école parce que, je l'ai dit dans ma campagne électorale, je vais construire 5 écoles. En fait, la budgétisation axée sur les impacts, sur les résultats, doit dépasser cette approche. On évalue, on voit les besoins de la société, on choisit quel est le moyen le plus rationnel, le plus efficace, le plus efficient, pour aboutir à ce résultat. Donc c'est vraiment compliqué, mais en fait, ça traduit vraiment un nouveau mode de budgétisation qui répond vraiment aux besoins de la collectivité. Donc, qu'est-ce que nous avons fait en matière de budget programme en Haïti? Et nous avons commencé en 2005-2006 à élaborer notre premier budget par objectif pour 5 institutions pilotes. L'agriculture, les travaux publics, la justice, l'éducation nationale, la santé publique. Ce document n'a pas été publié au journal officiel Le Moniteur, le document annexe à cette époque, mais il reste quand même une expérience qui nous a marqué en termes de premiers pas dans la mise en place d'un nouveau système de budgétisation. Nous avons appris à nos dépens qu'il ne suffit pas de produire un document pour changer de système. On peut produire un document, mais ça restera comme un exercice intellectuel, puisque c'est ce qui nous réunit pendant ces 2 jours. Il faut que tout l'arsenal, tout l'attirail autour de la gestion des finances publiques soit imbu de ce qu'on est en train de faire, sinon tous les exercices qu'on a, on pourra, je le dis souvent, si on nous met dans un laboratoire pour produire des budgets par programme, on produirait des budgets par programme, et comme tous les autres pays, peut-être mieux parce que nous sommes de bons élèves. Maintenant, passer à un nouveau système de budgétisation, c'est différent. C'est pour ça que nous sommes là pour voir comment nous pouvons avancer, mais d'une autre manière, et ensemble, bien entendu. Donc en 2008, nous avons vu le PowerGEP avec le Canada pour nous aider à mettre en place le budget programme. J'y vais rapidement. En 2009, le gouvernement s'est engagé, les 2 ministères, à travers un communiqué, se sont engagés pour dire, bon, on s'engage pour mettre en place le budget programme en Haïti. Donc, on est parti de loin. En 2011, on a eu la loi constitutionnelle du 9 mai
qui a amendé la Constitution de 1987. Quelle est l'importance de tout ça? Parce que la Constitution de 1987 précisait la manière dont le budget doit être présenté. Donc ça veut dire qu'on ne pouvait pas prétendre à un nouveau système de budgétisation tout autant que les dispositions de la Constitution restaient telles qu'elles étaient. Donc le budget devait être voté par section et par article de dépenses et aucun décaissement ne devait dépasser le 12e budgétaire. Donc ces deux contraintes-là nous ont freiné en quelque sorte dans les efforts que nous voulions faire pour la mise en place du budget programme. Donc la loi constitutionnelle a amendé ces dispositions pour dire que le budget sera présenté sur un format défini par la loi. Loi qui va arriver, que nous allons avoir en 2017, la loi du 4 mai 2016 sur la préparation et l'exécution des lois de finances. Donc, il faut noter en passant la création de la commission de réforme 2013, certains disent 2014. Et pourquoi c'est important la création de la commission de réforme? C'est parce que, en fait, presque chaque entité recevait une assistance technique sur le budget programme. Au ministère des Finances, il y en avait même 3. On avait à l'UP, unité de programmation, on avait au budget. Au ministère de la Planification, on avait. Les ministères sectoriels avaient des assistances techniques qui intervenaient sur le budget programme. Donc, je reprends ce que j'avais dit hier à un de mes collègues, puis c'est gagné par fait Kim. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir toutes ces interventions éparses sans les concentrer vers un objectif commun. Donc, c'est pour ça que la création de la commission de réforme a permis vraiment de rassembler toutes ces interventions en un tout cohérent pour qu'on puisse avancer vers la réforme des finances publiques, bien entendu, dont la réforme budgétaire est une partie incontournable et quand on parle de finances publiques. Donc, la loi du 4 mai 2016 a été publiée. Tout de suite après la publication, nous avons élaboré un document de stratégie de mise en œuvre de cette loi. Nous l'appelons communément la LELF, la loi sur l'élaboration et l'exécution des lois de finances. Parallèlement au ministère de la Planification, il y a le PBSE, Programmation, Planification, Budgétisation, Suivi et Évaluation. En 2018, le projet dont a parlé M. Marcelin hier, c'est la modernisation du système informatique, mettre en cohérence vraiment avec la LELF. Donc, M. Marcelin a fait toute une présentation là-dessus, je ne vais pas m'éterniser. Et nous avions, en 2018, réalisé un projet pilote avec 2 ministères. Alors, on avait prévu 3, c'est la santé publique, l'éducation et l'agriculture, mais au final, on a eu à le faire pour 2 ministères, juste pour tirer des leçons sur comment avancer. Donc, vous voyez que le ministère de la Santé publique est une plaque tournante dans l'évolution de la réforme. C'est ce qui explique également la présence du DG pour nous parler comme nous sommes d'un côté de la barrière, lui il est de l'autre côté, du côté sectoriel, et ces expériences pourront nous aider également à avancer dans la mise en place du budget programme. Puisque là, il me reste 2 minutes. Donc, en 2020, il y a eu les initiatives de la primature qui voulaient relancer la mise en place du budget programme. Et en 2022, nous avons franchi une étape importante qui a consisté à faire accompagner le budget d'un cadre budgétaire à moyen terme et d'un cadre de dépenses à moyen terme. Donc, ce que nous avons appris rapidement, je l'ai dit tout au long de ma présentation, c'est qu'il faut nous mettre ensemble pour aller vers un objectif commun. Mais la première chose, c'est qu'on ne peut pas avancer dans un nouveau système budgétaire s'il n'y a pas un engagement clair et sincère. Je dis clair, sincère, durable, pour mener à bien le processus. Un engagement politique au plus haut niveau. Quand je dis engagement, je ne dis pas un discours, parce que c'est beau de dire et on va faire la réforme budgétaire, on va faire la gestion axée sur les résultats. C'est beau de dire tout ça. Mais entre ce que disent les gens et le comportement des gens, parce qu'il faut être d'accord avec nous, quand on ne peut pas dire à un parlementaire qu'il ne peut pas mettre un projet dans le budget. Okay? Maintenant, si le projet ne correspond pas à une vision stratégique, il faut avoir le courage de dire que ce projet n'a pas sa place dans le budget. Quand je parle d'engagement, c'est des décisions qui sont dures à prendre, qui peuvent coûter les postes des dirigeants, mais si on veut avancer, il faut vraiment cet engagement
vraiment sincère et durable pour la réforme. Donc, le cadre réglementaire est très important. Donc, la synergie, j'en ai parlé, comme leçon qu'on a apprise pendant toutes ces années où nous avons essayé de mettre en place le budget programme. Donc, je ne vais pas dire comme le DG Boucault qu'il reste tout à faire. Bon, il reste beaucoup à faire. Le système d'information dont a présenté le directeur Bastien, on en a besoin pour avancer, parce que c'est vrai que c'est là. Bon, on a vu la question de la DGI, par exemple, même l'interconnexion entre la DGI, la douane, le MEF, la BRH. Et, en fait, c'est vrai que l'outil est là, mais sa mise en œuvre, c'est vrai qu'on avance côté dépenses avec le SIGFIP, mais je pense qu'il y a des efforts à faire sur cet aspect-là. Un système de suivi évaluation. Donc, on a nos collègues de la planification, mais on a également la Cour des comptes, parce que avec la CNMP, comme je discutais avec Laurel hier, on peut contrôler l'efficience, c'est-à-dire éviter le gaspillage dans l'utilisation des ressources. Mais maintenant, l'autre aspect, l'efficacité. Est-ce que les résultats visés sont atteints? Donc, il faut également il faut se mettre d'accord avec nos partenaires techniques et financiers. Certaines fois, ils ne sont pas sérieux. Parce qu'ils nous proposent des trucs, on les fait, et quand ils doivent nous accompagner, ils ne le font pas. Le DG Boucault s'est plaint hier, parce qu'on a le contenu du Trésor. Eh bien, les premiers à être réticents pour ne pas passer leur argent dans le contenu du Trésor, ce sont les bailleurs. Alors que c'est eux qui nous ont appuyés à mettre en place ce système. Donc, il faut quand même un engagement sérieux vraiment pour savoir est-ce que c'est vrai, ils veulent que nous avancions dans cette direction. OK? Et rapidement, donc, l'ALF est là, nous avons commencé, nous avons raté des étapes parce que justement, les conditions sociopolitiques ne nous ont pas permis d'avancer tel que nous devrions avancer. Donc, je pense qu'on doit relancer la mise en œuvre, l'application du plan d'action de l'ALF. Bien entendu, certaines dates vont être modifiées puisque certaines dates sont totalement dépassées. Donc, on a un comité multisectoriel qui a été créé. On va reprendre le comité pour qu'on puisse avancer sur de nouvelles bases. Donc, il y a également, hier, j'ai parlé du cadre organique de l'État. Le décret sur l'administration centrale de l'État doit être révisé pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs, changer les lois organiques sans pour autant changer le texte cadre de l'administration publique nationale. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Merci DG pour cette belle présentation, c'était très méthodologique. Donc je resterai quand même dans les 25 minutes, ça me fait d'une longueur à tirer dans l'argent. On a eu une présentation d'environ 18 minutes. Donc je prendrai des questions sur 7 à 10 minutes. Pas beaucoup de questions. Place est faite maintenant à vos questions. Merci DG pour la présentation. Ceux-là qui veulent poser des questions, levez la main, que je vous vois et que je vous donne la parole. Un peu de lumière, s'il vous plaît, dans la salle. C'est Mariette là-bas, bon, non? De la lumière, s'il vous plaît. Ah, c'est ailleurs. Pour les questions, s'il vous plaît, comme je vous vois, est-ce qu'il n'y a pas de questions? Est-ce que le DG a suffisamment dit, s'il a tout dit? Ok, je vois une main. Allez-y, allez-y. Johnson? Entre-temps, le DG Tréna peut gravir le podium, s'il vous plaît, parce que sa présentation vient tout de suite après. DG Tréna, le podium, s'il vous plaît, vous pouvez déjà gravir. Merci. Merci. Et, directeur, je tiens à vous féliciter pour la présentation aussi simple sur la question du budget programme. Et à chaque fois, à écouter
les présentations sur le budget programme, c'est comme on apprend quelque chose de nouveau, quelque de nouvelles. Et maintenant, théoriquement, le budget programme, c'est un outil de planification, un outil de gestion visant à financer des activités de programme de développement. En parlant de programme de développement, il y a des projets. En général, les projets, ça dure plus d'une année. Maintenant, ma question, c'est que comment concilier le budget programme dans notre contexte par rapport avec le principe d'annualité du budget, de l'exécution du budget. Merci. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que le budget programme organise les choix budgétaires autour des politiques publiques. Okay? C'est important de retenir ça. Le budget programme, et effectivement, on ne peut pas avoir le budget programme avec des prévisions annuelles. Cependant, le budget restera, le principe de l'annualité restera toujours le principe de l'annualité. Okay? Cependant, le budget est accompagné de documents de stratégie. Parce que je l'ai dit hier, le budget c'est un document d'opérationnalisation. C'est des décisions qui sont prises. Quand j'ai défini le cycle budgétaire, j'ai parlé d'un plan stratégique qui traduit la vision qu'on a du pays pour 25-30 ans, des découpages pluriannuels, des cadres triennaux, des cadres quinquennaux, dépendamment du pays, et le budget qui vient pour rendre opérationnel tout ce beau monde-là qui est préalablement élaboré dans la perspective d'une vision. On aura toujours l'annualité du budget, okay? C'est un principe qui facilite le contrôle du Parlement sur l'exécutif. Vous avez des prévisions, c'est des découpages de ces deux documents dont je vous ai parlé là, qui vont faire qu'on va avoir un budget annuel. C'est pour ça qu'on ne devrait pas avoir un budget annuel sorti de nulle part. Sinon, on fera des budgets tous les ans, on va toujours se plaindre qu'aucun résultat n'est atteint. L'annualité est là, mais les documents de stratégie vont accompagner le budget pour traduire la vision de l'État dans une perspective pluriannuelle. Merci. Merci DG. On a une question aussi de nos auditeurs en ligne. Quelles sont les actions que les autorités devraient poser afin de garantir la transparence et la responsabilité de la mise en œuvre du budget axé sur les résultats et la réforme budgétaire afin d'assurer une utilisation efficace et efficiente des ressources publiques? Merci. Et bon, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Qu'est-ce qu'on a fait déjà? Et malheureusement, le temps était assez court pour parler des efforts qu'on a fait en matière de transparence. Pas seulement pour le budget axé sur les résultats, mais pour le budget en tant que tel. Et vous avez sûrement remarqué que depuis quelques années, après le lancement du budget, on se réunit avec les différents acteurs de la société civile, du secteur privé des affaires, sur un ensemble de dispositions qui seront incluses dans le budget pour recevoir leurs réactions sur tout ça. Le document budgétaire, cette opacité qu'on avait quelques années auparavant, le document budgétaire devient plus clair et il est disponible. Nous avons une équipe assez jeune et dynamique et qui est prête à échanger, quelles que soient les informations dont on a besoin sur le budget, nous les rendons disponibles. Et on a des plateformes, on s'adapte avec l'éthique, comme l'a dit Doléan tout à l'heure. On a des plateformes qui sont là pour échanger et nous sommes physiquement disponibles, n'est-ce pas, Laurel? Et à travers un lien avec tous les échanges, moi-même, je réponds toujours aux questions qu'on me pose par WhatsApp, par email ou bien qu'on affiche sur les plateformes, sur le site de la DGB et la page Twitter, Facebook. Donc, et on est en train de le faire à la Direction générale du budget. On espère que cet exemple sera suivi au plus haut niveau pour que l'on communique les informations en temps réel à ceux qui en ont besoin et accepter maintenant de recevoir les critiques et de rectifier le tir s'il en est besoin. Comme il n'y a pas d'autres questions, le professeur Pascal. Mariotte pas de micro, non, monsieur?
Merci. Moi, je félicite le directeur général là pour sa brillante intervention sur le module développé. Et nous considérons que la budgétisation axée sur les résultats comme étant une innovation. Et l'innovation a été toujours considérée comme un processus linéaire. Même si certains auteurs prétendent qu'il s'agit d'un processus cyclique, pour vous, du point de vue des réactions clés des évolutions de 1966. Ma question est la suivante. Pourquoi l'État modernise-t-il ce système financier et quels sont les facteurs externes de la réforme? Oui, alors, je l'ai dit peut-être en introduction, c'est que l'État évolue. On est parti d'un État gendarme qui s'assure uniquement de la sécurité à un État qui produit, qui participe à l'activité économique. Okay? Donc, les changements qui se font au niveau des États rendent impérative la mise en place de réformes. Donc, c'est évident parce qu'avec l'évolution de l'État, on a forcément besoin de revoir comment l'État doit dépenser pour une meilleure efficience et efficacité dans la gestion des deniers publics. Donc, on n'est pas là seulement pour assurer la sécurité et la défense, mais l'État participe à l'activité économique. C'est vrai que certains économistes disent que l'État est un mauvais gestionnaire et ne devrait pas être partie prenante de l'activité. On le conçoit, mais un fait est certain, c'est que nous avons un État qui participe, qui remplit les fonctions d'allocation, de redistribution et de régulation. Donc, il faut quand même que l'argent soit dépensé dans les meilleures conditions possibles. Les facteurs externes, le budget même dépend des facteurs externes. D'ailleurs, même nous, pour élaborer le budget, s'il y a quelque chose de troubles sociopolitiques, le processus est bloqué. Tout ce processus qu'on a lancé depuis des années, c'est les facteurs externes en général, en grande partie, qui ne nous ont pas permis d'arriver là où nous devrions arriver. Donc, la situation globale du pays, c'est un facteur externe. Le comportement de l'international, c'est un facteur externe. Donc, tout ce qui impacte la situation du pays a un effet considérable sur les réformes que nous sommes en train de mener. Ce n'est pas M. Cadet qui me dira le contraire, parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on essaie d'avancer, on se bute à un ensemble d'impondérables qui freinent nos avancées. Merci. Merci beaucoup, Président. Je crois que on a une dernière question sur cette affaire avec M. Marseille de l'ONRH. Bonjour tout le monde. Donc, ma question est la suivante. En termes de contribution dans le budget, est-ce qu'on n'a pas tenu compte des recettes des entreprises publiques, autrement dit des organismes autonomes à caractère financier, commercial et industriel? Merci. Merci pour cette question. Il y a 2 années de cela, nous avons fait une vaste campagne auprès d'un ensemble d'organismes pour leur rappeler, et c'est bien dommage que la DG ne soit pas là, pour leur rappeler leurs devoirs, les contributions qu'ils ont à verser dans le budget. C'est pour ça qu'on est passé de 450 millions de prévisions budgétaires il y a 3 ans de ça, et 2 ans de cela, on est passé à 2 milliards de gouttes. Donc, c'est les OAEP et la contribution des OAEP dans le budget. Parce qu'il y a 2 aspects. C'est que les organismes autonomes s'autofinancent parce qu'ils prélèvent des taxes sur leurs employés et ne les reversent pas au fisc. Donc, ils s'autofinancent, ça c'est une première chose. Et deuxièmement, ils doivent à l'État, il y a une contribution qu'ils doivent apporter à l'État. Certaines fois, ils se plaignent qu'ils ne sont pas en mesure de donner ces apports. Alors qu'on peut regarder, il y a quelqu'un qui a donné une blague de ce genre, dès qu'il y a un championnat quartier, il y a un organisme autonome qui finance le championnat quartier. Donc ça veut dire que c'est comme si tu as une dette, mais tu fais des largesses et la personne à qui tu dois, tu lui dis que tu n'as pas d'argent.
Donc, on a fait ces efforts pour rappeler à ces organismes qu'ils doivent remplir leurs devoirs, et puis ça avance. Il y a une ligne dans le budget qui s'appelle Autres ressources domestiques. Donc, quand vous regardez soit le TOF ou bien le TEREDA, vous allez voir, ces autres ressources domestiques, ce sont des ressources qui sont apportées par les organismes dont vous avez parlé. Merci pour la question. Où on a finance. Ministre Finance, où aller? Et pour 40 ans de carrière, de l'administration publique, je crois que M. Trénard, c'est quelqu'un qui se passe de présentation. Mais je rappelle quand même pour les incrédules que monsieur est comptable et ingénieur civil de formation. Au terme de ses études à l'Institut supérieur technique d'Haïti, cela remonte à 1974. À un petit temps déjà. M. Trénard est détenteur d'un diplôme de maîtrise en ingénierie de transport et qu'il a obtenu de la faculté des études supérieures de l'école polytechnique de Montréal. C'était déjà en 1978. Donc, il compte également à son actif plusieurs publications comme l'analyse comparative des différentes méthodes de calcul de la capacité des carrefours plans à feu, le cadre conceptuel des unités sectorielles de planification et aussi le développement, insertion externe et planification. Donc, c'est ce monsieur Chevronnet que nous avons le privilège d'avoir avec nous sur le panel pour une présentation sur la planification de l'investissement public et la réforme budgétaire. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Ouais, excusez-nous, M. Trénard, pour la qualité du son, parce que Mariotte n'a pas de microphone. Ok, merci, directeur Laurent. Donc, j'ai le plaisir ce matin de vous parler justement de la planification de l'investissement public et de la réforme budgétaire. Donc, pour la présentation, cette présentation va être articulée autour de 5 points, à savoir une mise en contexte, la planification de l'investissement public, la réforme budgétaire et quelques nouveautés qu'elle apporte, les étapes franchies et les perspectives. Commençons par la mise en contexte. Eh bien, disons que la planification de l'investissement public, elle relève du système national d'investissement public, qui lui-même est une composante du système national de planification. Eh bien, d'une façon générale, disons que le système national de planification, comme rappel, est un ensemble organisé et structuré de toutes les approches de planification en usage à l'échelle nationale. Donc, pour être plus précis, disons que le système de planification, comme vous le voyez, est un ensemble de méthodes, de procédés organisés ou institutionnalisés pour assurer efficacement la fonction de planification et atteindre un objectif visé par les autorités du gouvernemental, à savoir le développement. Le développement à travers notamment les libertés démocratiques, la justice sociale, le plus-être et le mieux-être de la population. Et l'efficacité de tout système de planification, en fait, repose généralement sur la méthodologie utilisée. Et comme vient de le dire le directeur général Silin, eh bien, la méthodologie qui est adoptée
au niveau du ministère de la Planification et de la Coopération externe gravitent autour de la chaîne PPBSE, à savoir prospective, planification, programmation, budgétisation, suivi et évaluation. Maintenant, qu'en est-il de la planification de l'investissement public? Eh bien, le cadre de référence, justement, de la gestion de l'investissement public reste et demeure le PSDH, qui est le plan stratégique de développement d'Haïti. Et le système national d'investissement comprend, en fait, le processus de planification, le cadre légal, les mécanismes institutionnels, les instruments, tous les outils qui sont utilisés. Et pour asseoir justement ce système de gestion de l'investissement public, il y a tout un ensemble de dispositions d'ordre légal, okay, que l'on applique, à savoir notamment le décret du 6 janvier 2016 organisant le ministère de la Planification et de la Coopération externe. Il y a également le décret du 6 janvier 2016 qui établit les procédures et les modalités nécessaires pour la formulation et la gestion du programme d'investissement public. Il y a l'arrêté du 6 janvier 2016 fixant les modalités d'inscription d'un projet au programme d'investissement public. Donc l'année 2016 a été une année charnière justement en ce qui concerne les orientations à donner au niveau de la planification de l'investissement public. Et à le finir, comme cadre légal, nous avons la loi du 4 mai 2016, dont vient de parler le directeur général Silin, la loi, la LELF, loi sur l'élaboration et l'exécution des lois de finances, qui constitue le point central justement en matière de budgétisation, en matière d'investissement. Maintenant, quelles sont les nouveautés apportées qu'on retrouve au niveau de cette loi, les ELF? Donc, je vais passer ça en revue rapidement, parce que je crois que le directeur général Silin en a amplement parlé. En fait, des nouveautés, c'est la notion justement de pluriannualité justement de la programmation, parce qu'effectivement, la notion justement d'annualité budgétaire, là, cette notion est respectée, mais elle s'inscrit justement dans le cadre d'une pluriannualité. D'où, par exemple, les outils de cadre budgétaire à moyen terme et de cadre de dépenses à moyen terme au niveau des secteurs. Donc, autre nouveauté, c'est la prise au niveau de la pluriannualité, c'est la prise en compte justement de l'effet des décisions du présent sur le futur et en fait et la possibilité d'étaler dans le temps et de hiérarchiser notamment les priorités des secteurs. Parce que très souvent, comme vous voyez, nous sommes généralement en Haïti, nous faisons face à une limitation de ressources. À partir de certains moments, il faut prioriser les activités des secteurs. Et lorsqu'on se réunit avec des secteurs pour arriver justement à une certaine priorisation, ça devient difficile. Maintenant, si les actions s'inscrivent justement dans le cadre de budget à moyen terme déjà défini, de dépenses à moyen terme défini, c'est plus facile justement d'arriver à cette priorisation des activités des secteurs. Autre nouveauté apportée, c'est la notion centrale du programme budgétaire. Ok, donc dans le temps, on parlait justement, on distinguait le budget de fonctionnement du budget d'investissement, mais avec cette réforme au niveau des finances publiques et que nous sommes en train de vivre, en général, on s'achemine vers une certaine unicité du budget. Donc il y a la combinaison des moyens de fonctionnement et d'investissement qui est faite justement pour permettre d'arriver à une meilleure efficacité, à une meilleure appréhension et à mieux appréhender pratiquement les indicateurs de performance en fait des projets. Autre nouveauté apportée par la loi, l'ELF, c'est des résultats plutôt que des moyens. Bon là, on va passer peut-être rapidement là-dessus, parce que je crois que le DG Silin, dans sa présentation, en a amplement parlé. Okay? Mais ce que je veux peut-être
souligner, c'est qu'avec cette notion de résultat plutôt que des moyens, donc on arrive à établir un lien beaucoup plus étroit entre les politiques globales et les politiques sectorielles du budget. Okay, ce qui est renforcé justement au niveau de la loi LELF. Comme autre nouveauté, cette loi exige également des nouveaux outils pour l'engagement. Okay? Donc là, on parle beaucoup plus en fait d'autorisation, d'engagement et de crédit de paiement. Donc là encore, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est quand même l'apanage de la Direction générale du budget au niveau de la mise en œuvre encore de l'exécution en fait du programme d'investissement public. Et encore comme dernier élément de nouveauté, ce calendrier parle justement d'échéance en lieu et place de date fixe, d'où une certaine flexibilité au niveau justement de la planification des investissements. Au lieu de se buter, de se heurter à une date butoir, donc là il y a toute une période, toute une plage en fait qu'on a justement pour prendre des décisions. Okay? Et comme autre nouveauté, au niveau de la loi LEF, il est question justement de la participation justement du Parlement au niveau de même pendant la période d'élaboration en fait du budget, pour que ce n'est pas à la dernière minute que les parlementaires prennent connaissance en fait du contenu du budget. Maintenant, quelles sont les réformes qui sont menées au niveau du ministère de la Planification et de la Coopération externe? Bon, c'est sûr et certain que la loi LELF, comme je l'ai dit, qui est le point central justement en matière de budgétisation et d'investissement, impose au ministère de la Planification d'adopter son cadre légal, ses procédures et ses outils. Et le ministère de la Planification est actuellement en train de le faire, en appliquant notamment la notion de pluriannualité budgétaire, l'approche budget-programme et la gestion axée sur les résultats. Donc, dans le cadre justement de ce processus de réforme, il y a un certain nombre d'étapes qui sont franchies au niveau du ministère de la Planification et de la Coopération externe. Là, on parle de la remobilisation de la commission de réforme du système national de planification et de gestion du développement. Donc il y a cette commission qui a été mise en place il y a peut-être 5 années de cela, mais avec la conjoncture que l'on connaît, sociopolitique et politico-institutionnelle, donc il y a eu quand même une période en fait d'accalmie. Donc on a décidé depuis quelques mois justement de remobiliser cette commission de réforme du système national de planification. Donc il y a un projet de révision de la loi organique du ministère de la Planification qui tient compte justement de la loi LEF, etc. Et cette révision de la loi organique du ministère de la Planification, dont nous avons une première version, attend la validation finale, l'adoption et la promulgation. Et comme on parle de la notion de pluriannualité, donc au niveau du ministère, nous disposons d'un plan d'action prioritaire stratégique portant sur la période en 2023-2025. Et actuellement, nous sommes en train de développer un accord avec justement le CNGS, Centre national de formation géospatiale, pour le développement du module de cartographie de projet devant intégrer le système de formation intégré. Donc ce que nous appelons la cartographie dynamique de l'investissement public. Qu'est-ce que nous avons en termes de perspective? En termes de perspective, nous avons l'élaboration et ou la mise à jour, par exemple, des documents cadres du système national de planification et du système national d'investissement public. Effectivement, nous avons un certain nombre d'outils que nous utilisons actuellement, donc il va falloir mettre à jour. Il y a la révision et la mise à jour du cadre légal
sur la gestion de l'investissement public, parce que comme je l'ai signalé tantôt, au niveau du ministère de la Planification, l'année phare a été l'année 2016, plus précisément pendant la période de janvier, où on a sorti un ensemble de décrets, un ensemble d'arrêtés, et la loi LELF, maintenant qui est venue un peu s'imposer un peu en matière d'investissement et en matière de budgétaire, est sortie en mai 2016. Donc, il va falloir justement faire un ajustement du cadre légal par rapport à certaines peut-être exigences ou encore conditionnalités de la loi LELF. Donc, on a également comme perspective le renforcement des mécanismes institutionnels. Comme mécanisme institutionnel, nous citons le forum des coordonnateurs des IEP. Parce que dans le temps, nous avons eu un forum de coordonnateurs des IEP où on savait se réunir tous les mois pour un partage d'expériences, un partage de connaissances, un partage d'outils, de documents. Donc, depuis quelque temps, bon, ça a été un peu ralenti, pour ne pas dire suspendu. Donc, nous sommes en train justement de retourner avec en fait, le forum des coordonnateurs des IEP et la mise en place du task force sectoriel. Et nous envisageons également, pour une meilleure efficacité et une meilleure efficience de la planification de l'investissement public, de façon à permettre au niveau du programme d'investissement public, pour qu'on n'ait pas d'idées de projets en tant que tel, mais des projets bien étudiés, bien élaborés, bien conçus, eh bien, on compte, à l'instar peut-être du corps des comptables publics ou autres, créer ce qu'on appelle un corps de planificateurs et d'évaluateurs de projets. Et en final de compte, on compte développer un système d'information intégré sur le développement qui inclut des modèles qui vont porter sur la formulation et le suivi et évaluation des projets d'investissement public, sur la gestion en fait de l'aide externe, sur la gestion des ONG, sur des statistiques sur le développement, des statistiques sur la pauvreté, sur l'exclusion sociale, à travers l'unité que nous avons au niveau du ministère qui est l'UOPES. Merci. Levez la main, s'il vous plaît. Merci. Place est faite à vos questions maintenant. Et s'il n'y a pas de questions, je vous demande une fois de plus d'applaudir le DG. Et je vous invite à la pause. Merci beaucoup. À tout à l'heure, dans 15 minutes. On prend la pause. Merci beaucoup. Allez-y pour la question, s'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes. Merci, professeur et Wilfried, pour votre exposé. Merci au directeur. Et de ce que je viens de constater, on dirait que le directeur de direction du budget et le directeur de la planification, du ministère de la planification, les deux ont presque parlé le même langage. C'est qu'on dirait qu'il y a une certaine synchronisation. Et ma question c'est que, en matière d'ingénierie administrative ou bien ingénierie des institutions publiques, est-ce que la direction du budget ne devrait pas se trouver sous le contrôle du ministère de la planification au lieu du ministère de l'économie et des finances?
et normalement, concernant les plans triennaux, donc normalement, j'ai travaillé à 2 reprises et quand on avait institué ce processus de faire des plans triennaux au lieu de plans annuels. Mais à chaque fois, je me demande est-ce qu'il y a une évaluation des plans triennaux? Parce que le premier plan triennal qu'on a fait, ensuite on a lancé dans le second temps pour faire le plan triennal après. Mais après, je ne sais pas, est-ce qu'on a pu évaluer les résultats des plans triennaux? Ok, merci. Donc, à propos de la première question, à savoir est-ce que la direction générale du budget aurait sa place davantage au niveau du ministère de la Planification qu'à celle du ministère de l'Économie et des Finances. Bon, je crois que là, c'est une question, comme vous avez parlé de l'ingénierie de l'État, donc c'est une question qui incombe aux autorités en fait, du pays, de décider en fait de quelle architecture, sur quelle architecture elles peuvent compter ces autorités-là pour conduire la barque de la nation. Et pour ce faire, donc il y a une structure qui est là, qui est l'OMRH, justement, qui est là dans le cadre d'un programme de modernisation de l'État. Donc si tel aspect est jugé peut-être important, donc il y a des recommandations qui peuvent éventuellement être faites au niveau de l'OMRH, et puis considération sera faite au niveau des plus hautes instances de ce pays. Donc ce n'est pas peut-être à notre niveau qu'il faut plancher là-dessus, tu vois. Mais tant que cette direction-là soit au niveau du ministère de l'Économie et des Finances qu'au niveau du ministère de la Planification, ce qui compte, c'est la finalité, c'est le produit, en fait, attendu. Dès que le produit attendu est livré, sans embâche, donc il n'y a pas lieu, en fait, de bousculer, en fait, davantage l'architecture. D'ailleurs, c'est une structure qui est logée, justement, au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, et ce, depuis près de 68 années. Oui. Est-ce qu'il y a lieu de bousculer? Est-ce qu'il y a nécessité pour ce faire? Mais quand nous avons reçu beaucoup d'audits institutionnels, tout récemment avec l'appui de l'Union européenne, on a eu à faire une audit institutionnelle justement du ministère de la Planification, du ministère de l'Économie et des Finances, du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Condition féminine. En bien, ces audits institutionnels n'ont pas abouti à ces différentes recommandations. Donc, au contraire, donc ça a peut-être permis d'enlever en fait les points où il y avait des attributions un peu partagées. Donc, on a un peu procédé à une certaine décantation justement au niveau des recommandations, lorsqu'il n'y a pas eu de duplication au niveau des activités qui sont entreprises, au niveau des différents ministères, qu'on ait des actions complémentaires au niveau des attributions et des missions de chacune de ces institutions. Alors, c'est assez intéressant comme question. Alors, en fait, ce qu'a dit le DG Trinard est correct. Alors, juste un petit rappel, il faut dire que la première fois qu'on a fait mention du budget, c'est la Constitution de 1957. Et c'est cette Constitution qui a annoncé la création de l'Office du budget qui relevait directement du président à vie de la République en 1957. Et c'est à cette époque qu'on a parlé également du Grand Conseil technique, l'ancêtre du ministère de la Planification et de la Coopération externe. Donc ça, c'est un premier rappel. Le deuxième, c'est que on parle du ministère de l'Économie et des Finances, on parle de finances publiques, on parle de rentrée et de sortie d'argent. Donc, on pourrait déplacer le budget à ce moment-là, ce ne serait plus le ministère de l'Économie et des Finances, puisque les finances, c'est l'outil principal des finances publiques, c'est le budget. Et certains pays ont combiné les deux fonctions de planification et d'économie, surtout en Amérique latine. On a le ministère du Développement social au Chili, on a le MECON en Argentine. Donc, qui ont combiné les deux ministères. Donc, à ce moment-là, on pourrait avoir un grand ministère de développement qui s'occuperait des finances, de l'économie, de la planification.
Mais comme vous l'avez dit, et comme M. Trénal l'a dit, c'est une vision de l'État qu'il faut avoir. Où est-ce qu'on veut aller et comment organiser les structures étatiques pour atteindre les objectifs qui sont fixés. En tout cas, merci pour la question. Ça permet d'éclairer les lanternes de beaucoup d'autres qui nous ont écoutés. Merci. Je crois que le directeur général Silin, disons, l'a esquissé là brièvement, parce qu'en réalité, il n'y a pas une configuration institutionnelle figée de l'État. Hein? Il l'a dit là, il a pris des exemples en Amérique latine, le cas du Chili, le cas de l'Argentine, et on pourrait continuer la promenade ainsi en Afrique et en Asie. Et vous verrez, les configurations institutionnelles sont différentes selon les pays, selon les circonstances dans lesquelles, ces pays-là évoluent. Il n'y a pas donc une configuration institutionnelle, je dirais, permanente. Pour prendre le cas d'Haïti, justement, quand on a mis en place la Commission nationale de réforme administrative, nous avons entrepris cette réflexion concernant le rôle à attribuer dans le cadre des réflexions qui étaient en cours dans les années 90-2000. On s'est demandé, alors l'équipe qui était en charge au niveau de la CNRA, on s'est demandé est-ce qu'il faut maintenir le ministère de la Planification et de la Coopération externe tel qu'il était, et tel qu'il est toujours d'ailleurs. Et puis, est-ce qu'il faut faire la même chose avec le ministère de l'économie et de la finance? On avait d'ailleurs proposé, comme on trouve ailleurs, qu'on sépare la fonction finance publique de la fonction économique. Et dans le cadre du ministère des Finances, n'est-ce pas? Parce qu'on avait un autre modèle qu'on voulait promouvoir en Haïti. Et on avait lié la partie économie à la partie planification. Donc on aurait par exemple, comme dans certains pays africains, un ministère de la planification et de l'économie. Ça permettrait de mieux gérer l'économie. Ça veut dire que ça permettrait à la fois de gérer l'économie du point de vue stratégique, du point de vue du moyen et du long terme, et en même temps du point de vue du court terme. Parce que ce que fait le ministère des Finances en économie, c'est juste gérer le court terme. Mais le moyen et le long terme, l'articulation entre le moyen terme et le moyen terme et le long terme n'est pas faite. Normalement, elle est assurée par le ministère de la Planification. Comme on a deux ministères, alors c'est difficile, il y a beaucoup de problèmes. C'est pourquoi dans certains pays, on élimine carrément. Alors, au lieu d'éliminer, notre ami disait qu'il fallait éliminer le ministère, disons, des Finances, qu'il fallait mettre le ministère des Finances sous la tutelle du ministère de la Planification. Dans d'autres pays, la plupart des pays, au contraire, on fait l'inverse. On enlève, disons, le ministère de la Planification, on l'intègre dans le ministère de l'Économie. Et puis, on a les finances publiques qui sont gérées de manière autonome. Donc, il y a plusieurs configurations. Les techniciens, nous-mêmes, je veux dire l'administration, les fonctionnaires, les techniciens qui travaillent au niveau de l'administration publique haïtienne doivent réfléchir sur la meilleure façon, n'est-ce pas, d'articuler ces différentes fonctions, la planification, l'économie, les finances publiques, et faire des propositions aux politiques qui doivent décider, parce que c'est ça leur rôle. La réflexion est conduite en dessous, au niveau des fonctionnaires de haut niveau, et puis cette réflexion est portée au niveau des politiques qui, eux, ils ne sont pas là tout le temps. Ils n'ont pas l'expérience, ils n'accumulent pas l'expérience. Ceux qui accumulent l'expérience, c'est les directeurs qui sont là, n'est-ce pas, au niveau, et puis les cadres qui travaillent avec les directeurs. Donc, cette réflexion-là doit, disons, se faire à ce niveau, et puis remonter au niveau des politiques pour prendre des décisions.
Comme en fait, il est signé, effectivement, au niveau de priorisation, donc il y a quand même toute une série d'outils qu'on peut éventuellement utiliser pour nous permettre justement de prioriser les différents projets. Donc j'ai parlé tantôt du forum des coordonnateurs des UEP. Eh bien, je crois qu'au niveau d'une des rencontres que nous avons eues avec les unités d'études et de programmation, lors de l'une des réunions des forums, donc on avait justement parlé de ce volet priorisation. Donc on avait partagé un outil justement avec nos collègues en fait, des différents ministères sectoriels. Donc la priorisation, elle se pose, ça dépend de l'outil qu'on utilise et on priorise. Et dès que en fait, des projets sont bien étudiés, on fait face à une limitation de ressources. Donc il y a une question de péréquation qu'on établit. Voir maintenant comment articuler. Et les projets, il y a bon, on parle de priorisation, ok? Même si un certain nombre de projets ne sont pas encore exécutés, mais la priorisation, elle est faite généralement en fonction notamment des objectifs globaux et également des objectifs sectoriels. Donc il y a un entrecroisement justement qui est fait au niveau de ces objectifs et on arrive à une certaine classification des objectifs par ordre de priorité. Okay? Et éventuellement, par ordre de priorité, bon, bien entendu, techniquement, on établit un projet de priorité 1, priorité 2, priorité 3. Bon, c'est sûr et certain. Donc, nous sommes en Haïti, il y a la réalité, il faut vivre avec la réalité. Donc, parfois, la priorisation, vous voyez que les projets qui sont retenus comme projets prioritaires, ce ne sont pas des projets qui sont sortis justement du filtre, justement, de ces outils de priorisation. C'est ce que je veux dire. Bonjour, je suis Cam Julio Fils, assistant de la commission finances du Sénat de la République. Alors je suis ravi d'être ici ce matin. Alors j'ai deux questions. La première question s'adresse au DG Trénard. Tout à l'heure, il a parlé de la pluriannualité du budget. Et je me rappelle avoir lu l'année dernière la lettre de cadrage où l'on a fait cette mention, où l'on a parlé d'un budget sur 3 ans. Alors, à mon avis, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un contraste dans la mesure où on n'est pas encore dans le budget programme, on est encore dans le budget traditionnel. Et quand on est dans le budget traditionnel, comme vient de le dire tout à l'heure monsieur Silien, bon, il n'a pas utilisé les mêmes mots, donc ce budget considère la dépense comme une fin. C'est-à-dire, ce budget ne donne pas des indications sur les objectifs, sur l'impact attendu, et même sur les priorités, mais plutôt sur la destination de la dépense, sur qui va dépenser. Maintenant, je me suis dit, si on n'est pas dans le budget et programme et on a élaboré un budget sur 3 ans, qu'est-ce qu'on fait? On se donne 3 ans pour faire quoi? Pour dépenser? Évidemment oui, puisque ce n'est pas pour atteindre des objectifs, puisque le budget n'est pas axé vraiment sur des résultats et des objectifs. Vous ne pensez pas que, M. Trénard, le budget traditionnel, est-ce qu'on devrait se donner 3 ans pour un budget traditionnel? Ça, c'est la première question à M. Trénard. Mais l'autre question, c'est à M. Silien. Et M. Silien, quand on est dans un budget programme, le ministre, en quelque sorte, ce n'est pas lui qui va exécuter le programme, mais c'est de préférence, il va choisir quelqu'un, il va désigner quelqu'un pour exécuter les programmes. Maintenant, qui va rendre les comptes? Le ministre ou celui qui a été désigné pour exécuter les programmes? Donc, est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir l'architecture et des cadres légaux en quelque sorte? Ok, merci. Donc, pour répondre, disons, à la première question, bien, disons que, bon, oui, au niveau de la notion de pluriannualité du budget. Donc, au niveau du ministère de la Planification, comme je vous dis, qui fait la planification à moyen terme, normalement, et même sans en fait, ces exigences prônées par l'approche budget-programme, encore budget axé sur les résultats. Donc, on avait l'habitude justement de jouer avec les projets. Et je crois comme l'un des
Une des personnes qui avait posé des questions tout à l'heure disait que généralement un projet, il n'a pas une finalité, une durée temporelle d'un an. Un projet peut aller au-delà d'une année. Donc c'est sûr et certain, cette notion de pluriannualité, même au niveau même d'un projet, si on considère un projet qui a une durée de 2, 3, 4 ans, okay, pour son exécution. Okay, et là, il y a un outil qu'on utilise maintenant au niveau du budget, au moment d'élaborer justement le programme d'investissement public. Parce que le directeur général Silin vient de dire tantôt, et j'ai dit ça également, que cette notion de pluriannualité en fait, du budget n'exclut pas l'annualité. Parce qu'on va toujours continuer à préparer des budgets sur une base annuelle. Maintenant, pour nous accompagner au niveau justement du montage du programme d'investissement public, il y a une fiche qui est préparée par les différents secteurs. Donc, fiche élaborée par le ministère de la Planification qu'on appelle la FIOP, la fiche d'identification et d'opération du budget. Cette fiche établit maintenant le financement qu'on sollicite pour un projet sur une base annuelle. Mais au niveau de cette fiche également, il y a une partie de cette fiche où on parle de la durée de vie totale de ce projet. Donc, ce n'est pas chaque année, peut-être qu'on va faire ça en fonction, par exemple, du budget annuel. Donc, on tient compte justement de cette dimension pluriannuelle au niveau de l'élaboration de la planification de l'investissement public, mais tout en misant sur l'annualité, étant donné que le budget, tel que, en fait, l'aspect légal le dit, le cadre légal le dit, chaque année, on doit préparer un budget. Donc, cette fiche est une fiche qui, justement, permet justement de tirer la tranche annuelle d'un projet qui va au-delà d'une période d'une année. C'est ce que je veux dire. Merci. Alors, juste une petite précision. La notion de pluriannualité n'est pas récente. Le décret du 16 mai 2005 prévoyait les autorisations de programme et les crédits de paiement. Vous avez des programmes, comme l'a dit le DG, un projet, la construction d'une route, d'une école, d'un hôpital, eh bien, ça ne se limite pas sur une année. Donc, on a l'autorisation d'engagement qui, comme le nom l'indique, qui engage l'État sur une période de 3, 4, 5 ans pour la construction d'une infrastructure quelconque. Mais par contre, dans le budget, il y a les crédits de paiement, qui est la tranche annuelle, sur la base de laquelle on prépare la FIOP, la fiche d'identification et d'opération du projet. Donc ça veut dire que on l'a renforcé avec le nouveau texte du 4 mai 2016, mais c'était là. Maintenant, comme l'a dit le DG dans sa présentation, on voit la notion de programme qui est une combinaison des moyens de fonctionnement et d'investissement pour l'atteinte d'un objectif. Donc, ce n'est pas nouveau comme concept, et peut-être que l'application a en quelque sorte traîné, mais c'est là depuis des années. Donc, pour la question, effectivement, vous avez soulevé un point important, et là on en a parlé hier, j'en ai parlé aujourd'hui. Il faut vraiment une nouvelle architecture de l'État quand on parle de budget programme. Parce qu'avec le budget programme, on va avoir des responsables de programme. C'est-à-dire, le responsable du programme, le programme, c'est lui qui va rendre compte de la manière dont le programme est exécuté. L'argent a été dépensé, le programme est exécuté, quels sont les résultats. Et c'est pour ça que j'ai parlé du renforcement du contrôle a posteriori. Parce que le responsable, il n'est pas seulement responsable, il doit être imputable. Il faut que le système judiciaire marche pour que si vous avez un programme dont vous êtes responsable et que l'argent est dépensé, les résultats ne sont pas atteints, eh bien, on ne va pas vous dire merci, au revoir. Il faut quelque part qu'il y ait des sanctions qui puissent être prises pour la menée de ce programme. Donc, c'est un système qui demande beaucoup de changements, pas seulement au niveau du budget, mais dans tout l'appareil étatique. Merci.